Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement avec Kate Strong. Salut Kate. Bonjour. Ça va? Oui, merci. High five, yes. Et vous? Bah oui, ça va très bien. Excellent. Donc, alors Kate a fait quelque chose d'assez exceptionnel. On va en parler justement. C'est pour ça que j'ai tenu à t'interviewer. On s'est rencontrés récemment dans un événement et tu as une histoire absolument incroyable parce que tu vivais en Australie et tu as une amie qui t'a dit hey, faut absolument que tu te mettes au triathlon, c'est génial. Et donc le triathlon, c'est pas le petit truc, hein, c'est, je rappelle, c'est 3,2 km de nage. Ensuite, ensuite tu as 160 km de vélo, c'est ça? Un peu plus, 180. 180 km de vélo et ensuite tu as un marathon, donc tu cours 42 km parce que voilà, hein, c'est pas parce que tu as nagé 3 km et que tu as fait beaucoup de vélo que tu dois t'arrêter. Et ceci sans prendre de pause entre chaque épreuve. Et un jour tu t'es dit, ok, je le fais, mais si je le fais vraiment. Et je veux être vraiment bonne là-dedans. Et 14 mois plus tard, tu devenais championne du monde. Oui. Donc c'est absolument incroyable. Donc là on est actuellement à Londres, hein. Tu vis aujourd'hui au Pays de Galles. Oui. Et on peut peut-être entendre ton léger accent, tu es britannique à la base. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, et donc, waouh, quel parcours. Alors, déjà, avant de te mettre à ça, quelle était ta vie? Qu'est-ce que tu faisais? À cette époque-là, j'étais chef d'entreprise, donc j'avais une chambre d'hôte et un restaurant d'où je travaillais tous les jours, 7 jours sur 7, à peu près 10 heures par jour. Et je travaillais toute seule, donc c'était à fond tous les jours. Et ouais, c'était une vie assez complète déjà. Donc quand j'ai dit que je voulais s'entraîner pour un Ironman, qui est la distance dont j'avais fait en triathlon, tous mes amis pensaient que j'étais folle. Parce que Ironman, c'est comme un triathlon, c'est ça, mais... C'est la marque, donc c'est les distances officielles. D'accord, c'est une marque. Oui. D'accord, rien à voir avec le film Ironman. Malheureusement, non. Il n'y a pas Tony Stark qui vous accueille en tenue à la fin. Non. Ok, donc tu dis à tes amis, je veux réussir le Ironman, et là ils te prennent pour une folle. Bah oui, ils sont sortis une tasse de raisons pour lesquelles je n'arriverai pas et ils avaient raison parce qu'il faut s'entraîner 40 heures par semaine à peu près. 40 heures? Oui. Pendant combien de temps? Normalement des années, mais au moins 9 mois avant la compétition. Comme un bébé. Exactement. Il faut digérer. 40 heures par semaine? Oui, donc c'est 10 km pour nager. Chaque jour? Non, dans la semaine. D'accord, 10 km? 400 km en vélo. Wow. Et il faut courir 75 km par semaine aussi. Ça, c'est le programme, on va dire, standard pour ceux qui veulent passer l'épreuve. Qui veut gagner. Qui veut gagner. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu faisais comme métier à ce moment-là? Comment tu as fait pour avoir 40 heures par semaine? J'étais obligée de penser hors du normal parce que j'avais toujours mon travail. Je travaillais 7 jours sur 7. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? J'avais ma chambre d'hôte. Tu avais une chambre d'hôte? Ouais, donc tu étais entrepreneuse? Oui, exactement. D'accord, et donc tu avais ta chambre d'hôte en Australie, tu recevais des gens régulièrement? Oui, donc à 7h30 pile, j'ai commencé le travail pour le petit déjeuner. Et après, il faut accueillir des gens, des clients. Et aussi préparer les chambres. Et la maison était assez grande, donc il faut tout nettoyer aussi tout le temps. Et des appels, les livres, l'internet et tout ça. Donc c'était carrément un business à fond. Waouh! Alors, tu as ton business que tu dois gérer 7 jours sur 7. Comment tu fais pour dégager 40 heures de temps dans ta semaine? Il faut réfléchir, il faut être plus productif. Donc en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est de dormir moins. Donc je ne dormais que 4 heures par jour. What? Tu as dormi 4 heures par jour? Ouais. Pendant combien de temps? 6 jours, c'est 7. Donc le 7e jour, je me suis levée vers 7 heures du matin. Mais pendant 2 ans, je faisais ça. Et ça va, t'as tenu le coup? Non, il faut carrément avoir l'habitude, mais on peut tout faire. Incroyable. Si on veut le faire. Pourtant, j'ai vu des études qui montrent que si tu dors moins de 8 heures, au bout d'un moment, tes performances, elles dégringolent vraiment. Et pour toi, ça n'a pas été le cas? Des fois, il ne faut pas poser des questions aux autres. Il faut le faire et voir. Pour moi, tu as expérimenté pour toi-même. Oui, parce que... Tu fais peut-être partie des 5% de la population qui peut dormir moins de 8 heures. Ouais. Wow. Parce qu'en théorie, pour gagner un champion mondial, il faut s'entraîner pendant 3 ans. Et moi, je l'avais fait en 11 mois. Donc, il faut savoir ce qu'on peut faire, mais il faut essayer de le faire. Et après, c'est à nous de décider si on peut le faire ou non.
Alors ça c'est un super premier principe, donc tu t'es dit déjà, de toute façon tu voyais pas trop comment gagner du temps dans ta semaine, donc ce que tu as fait déjà c'est que tu as réduit ton temps de sommeil. Et tu as fait une expérience. Si au bout de 2 semaines tu étais comme ça et que tu n'arrivais plus à marcher, tu aurais arrêté. Mais tu as tenu avec 4 heures par jour. Bon, je pense que tout le monde peut pas faire ça. Ah non, exactement, mais il y a toujours moyen. Mais ce que tout le monde peut faire, c'est expérimenter, c'est avoir cette démarche d'expérimentation que tu as faite pour tester ses limites. Oui. Ça, c'est très intéressant. Oui. Parce que moi, je suis experte en ma vie. Toi, tu es experte dans ta vie. Il n'y a personne dans la vie qui peut être toi. Oui, tu es autonome. Ouais, super. Ouais. Et du coup, donc tu commences à dormir 4 heures par jour. Donc du coup, avant tu dormais combien de temps? 8 heures, 7 heures? Oui, j'ai évité de boire le vin. Et ça, en fait, malheureusement, ça me manquait, mais je n'avais pas besoin de dormir autant. Donc si on mange des toxines, on a besoin de dormir plus pour qu'on puisse digérer et réparer le corps. Donc pour éviter toutes les toxines de la vie, oui, c'est extrême, mais pour moi, c'était une nécessité pour gagner mon objectif. Oui, donc tu n'as absolument rien laissé au hasard. Tu as vraiment optimisé ta vie pour pouvoir réussir cet objectif. Donc ça veut dire que tu passes de 7 heures à 4 heures de sommeil par jour, 6 jours par semaine, donc ça te fait gagner 18 heures. Donc c'est bien, mais il te faut 40 heures par semaine. Ouais. Alors comment tu fais? Oui, c'est vrai, mais j'avais plus une télévision. Tu n'avais plus de télé, ça fait déjà gagner du temps, mais alors tu n'avais plus de loisirs. Non, en fait, je choisissais mes amis qui voulaient s'entraîner avec moi. Donc, au lieu d'aller au bar ou au restaurant, on est allé faire des courses. Donc, du footing. Donc, mes copines qui ne pouvaient pas courir, elles prenaient le vélo et moi, je courais. Alors, ça, c'est très intéressant parce que tu m'as montré quelques photos avant qu'on fasse cette interview. Et effectivement, tu m'as montré des photos d'amis qui manifestement font pas beaucoup de sport, mais voilà, c'est pas. Et ils sont en train de courir avec toi. Donc, alors, ça, c'est très intéressant, c'est que ça, c'est une clé aussi. Je veux dire, tu as cet objectif, tu tiens à fond et tu remplaces tes loisirs. C'est marrant parce que j'ai publié récemment sur la chaîne une vidéo exactement là-dessus. Tu remplaces tes loisirs qui ne vont pas t'avancer vers cet objectif par des loisirs, quelque part, qui vont t'avancer vers cet objectif-là. Et tu embarques tes amis avec toi. Ouais. Et alors pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as voulu embarquer tes amis? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Au départ, c'était un objectif pour moi-même. Et j'avais peur que pour tout le monde, ils vont dire que je suis égoïste, que je le fais pour gagner une médaille d'or ou je ne sais pas quoi. Mais en réalité, c'était pour m'inspirer à créer une vie avec ce que je peux être fière. Et tous les jours, c'était pour avoir la joie dans ma vie. Et peu à peu, mes amis, ça s'inspire. Ça les inspire. Oui. Et à les voir, eux, ils commencent à faire le changement dans leur vie. Oui, ils ne veulent pas faire du triathlon, mais je voyais qu'une copine a commencé à faire ses études pour être docteur. Je voyais quelqu'un d'autre qui voulait faire Ironman pour un sport différent. Et peu à peu, on commençait à s'aider l'un à l'autre pour s'inspirer. Donc, après, c'était comme je ne sais pas comment tu dis, c'est un tornado. Oui, c'est un cercle vertueux, on va dire. Oui, exactement. Chaque chose apporte et ça se fait comme ça. Ok, ouais, parce que donc ça c'est intéressant et j'ai eu la même démarche quand j'ai écrit ma première nouvelle de science-fiction. Je m'étais créé un cercle d'amis comme ça. J'ai aussi fait une vidéo récemment sur le sujet où on se rencontre, on se donnait un sujet, on écrivait tous un texte sur le même sujet, on se rencontrait au bout quand on avait fini pour discuter de ça. Ouais. Et ça c'est intéressant, c'est que tu as vraiment embarqué des gens qui n'avaient pas du tout le même objectif que toi, qui n'étaient pas aussi ambitieux, mais qui étaient prêts à t'accompagner, ou en tout cas dans l'entraînement, et à en faire un jeu, une compétition amicale, et à créer une émulsion comme ça entre les gens, c'est super. Par exemple, ma copine qui faisait ses études pour être docteur en éducation, ce que j'étais obligée de la donner, c'était mon site web. Oui. Elle m'a dit, moi, je vais courir 5 km pour toi, si toi, tu crées un site web et tu crées un blog. Et comme ça, mes clients peuvent te suivre et tes clients peuvent me suivre. Excellent. Donc là, on avait des bons échanges de procédés et de la vraie synergie. Ouais. Ok, donc tu t'entraînes avec tes amis. Ok, c'est bien, mais alors, je suppose que ça suffit pas pour faire un vrai entraînement pour gagner une compétition. Alors, qu'est-ce que tu fais après? C'était l'état d'esprit. C'était l'état d'esprit, ouais. Parce que je m'entraînais jamais avec des gens qui faisaient du triathlon. C'était, je dis, des aveugles dans le sport. Je connaissais rien de tout ce que je dois faire, ni si je le faisais du bien ou du mal. Donc, il faut en fait montrer la vulnérabilité de soi
pour obtenir des personnes à t'aider. Donc, sur mon site web, mon blog, j'avais posé des questions en disant, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'aide. Je ne sais pas ce que je fais. Oui. Je ne sais pas si je cours bien, si je nage bien, si les distances sont bien ou correctes. Il y avait des entraîneurs qui sont venus me chercher, me donner des conseils, des gens qui sont experts en alimentation qui m'ont donné du conseil. Et peu à peu, j'ai créé un club ouvert avec des idées pour faire des échanges. Et c'est pour cette raison que je pouvais continuer en sachant ce que je faisais toute seule, des fois, souvent. C'était avec l'objectif, ça va marcher pour obtenir l'objectif. Ouais, donc voilà, encore un excellent exemple. Et est-ce que tu as fait des choses spécifiques dans ton entraînement? Parce que je vois que tu essaies vraiment d'optimiser chaque partie. Ouais. Comment tu as réussi? Est-ce que tu as hacké ton entraînement? Est-ce que tu as essayé d'être plus efficace avec ça? Comment tu as fait? Ce que j'avais fait, je l'avais coupé en 4 semaines. Donc Oui. chaque semaine, j'avais un seul objectif. Ok. Donc oui, toujours. Donc, chaque mois il y avait 4 semaines, enfin un peu plus, mais bref, Ouais. 4 semaines. Et chaque semaine, donc c'était différent, ok? Oui, parce que pour s'entraîner, je m'entraînais avec 10 sessions chaque semaine. 10 sessions, ouais. Donc 3 nager, 3 courir, 4 vélos et des abdos, d'accord, voilà, ouais. tout ça. Donc chaque semaine avec un objectif pour que je puisse optimiser et performer de meilleure façon. Donc c'est toujours la récupération. Il faut donner le corps le temps pour réparer, pour prendre une pause et digérer ce qui s'est passé avec tout ce qu'on fait de nouveau. Une semaine, c'est la vitesse, D'accord. pour courir plus vite, pour D'accord. aller plus vite. Une, c'est la force, pour avoir des muscles qui peuvent pousser quand il faut le faire. Et le quatrième, c'est la distance. Alors là, tu en as donné 2, donc vitesse, force, Récupération récupération, pardon, et et distance. distance, ok. Parce que pour courir, Et t'as un pas les mêmes marathon? exercices à chaque fois? non. D'accord, ça c'est intéressant. Donc, une semaine pour chaque, et comme ça, comme tu dis, tu as le temps de récupérer et que le cerveau fasse les connexions par rapport à ce que tu as fait. D'accord. Oui, exactement. Et ça donne du temps, c'est pour être plus efficace. Et t'avais un coach sportif ou pas? J'avais, mais elle ne me voyait jamais. Ah bon? Le premier C'est fois qu'elle me incroyable cette voyait, histoire quand même. Tu t'entraînais quasiment toute seule. Oui. Elle t'a coaché un peu, mais par Internet, elle m'a envoyé il faut courir telle distance. Incroyable. Et c'est tout. Donc, moi, j'habitais dans les collines en Australie. Oui. Donc, pour trouver un endroit plat, j'étais obligée d'attendre quand les trains passaient. Et moi, je courais, je faisais mes 1 km. sur la voie ferrée? Ouais. Waouh! Donc fallait pas que tu te prennes un train dans le dos alors? Il n'y avait qu'une chaque heure. tu connaissais Donc, les c'était heures, oui, exactement. exactement. Donc, je tendais cachée parce qu'il ne faut pas y aller non plus. Et avec mon lumière attachée à ma tête, je courais dans la nuit aussi. Dans la Donc, nuit? Sinon, malheureusement, les gendarmes vont dire que c'est pas légal, donc il peut. Ah ouais, ah oui, t'as carrément Tout s'est t'as raté. hacké le système là. Ok, waouh. Donc tu t'entraînes pendant 14 mois comme ça, à faire des rotations, à avoir une compétition amicale avec tes amis. Ouais. Et c'est là que tu fais ta première compétition là? J'avais fait après 4 mois 4 d'entraînement. mois. Et là tu as fait ton premier Ironman. Moitié. Une moitié. Ouais. C'était une bonne première étape. Oui, exactement. La photo de toi qui arrive sur la ligne d'arrivée, c'est vraiment. On sent, vous voyez la photo, c'est un truc de fou parce que tu es vraiment en train de sauter en l'air. On dirait Ouais, que tu as vraiment gagné le truc alors que tu n'es même pas arrivé première. Non, ça c'était mon Ironman, exactement. Voilà, mais tu as gagné le défi avec toi-même. Exactement. Et c'est ça qu'on voit, cet exubérance sur la photo, ça vient de là. Ouais. Extraordinaire. Ouais, et merci. on voit encore la joie dans Ouais. tes yeux là quand on parle. Ouais. Donc ça c'était 4 mois, L'Ironman, c'était 9 mois après le départ. 9 mois après le départ, après le premier entraînement. Exactement. D'accord, donc le premier demi ou le premier. Premier demi, c'était 4 mois après Et le premier complet, départ. 9 mois. Le premier complet, voilà. 9. Donc ça a été progressif. 7 mois en fait. Ouais, ça a été 7 mois. progressif. Exactement. D'accord. Alors, Et par hasard, j'ai pas gagné un Ironman, donc en fait, mon rêve c'était échoué. Mais l'équipe t'es d'Australie, arrivé combien, tu le sais? j'étais 10e. Sur combien de participants?
2500. Oh Bon, moitié parce Alors que... voilà, alors, je propose qu'on envoie des tomates à Kate parce qu'elle est arrivée 10e sur 2500 quand même, c'est pas... Pour une première fois, c'est pas... 60e sur 2500 si on inclut des mecs, des hommes. Oh. Parce que 10e pour les filles. D'accord. Ouais. Mais bravo, c'était déjà un bon résultat pour ton premier Ironman. Merci, bah oui, bah oui. Bah oui, tu devais quand même être contente même si tu n'avais pas réalisé ton rêve. Ouais. Mais toi tu vises vraiment le top. Ouais. Tu pouvais pas te satisfaire de ça. Donc Ouais. il s'est passé un truc avec l'équipe d'Australie. Oui, par hasard, grâce à toutes les compétitions, ça, c'était mon 5e compétition, le Ironman. Oui. Mais j'ai obtenu des points. Mais moi, je n'ai pas rendu compte qu'on a des points quand on fait des Tu compétitions. savais même pas en fait. Non. D'accord. Et j'ai reçu une lettre en disant que je suis sur l'équipe de l'Australie pour une compétition différente, une distance un peu plus courte, mais pas beaucoup. Donc c'était 4 km pour nager, 120 km pour le bici et 30 km pour courir. Et j'ai gagné une place sur l'équipe de l'Australie. Et le championnat mondial, c'était en Chine. Donc au bout de la mer, j'entendais il n'y avait qu'une centaine de filles de même âge que moi. Parce que c'était que les filles qui ont obtenu le placement. Donc je nageais avec une mer assez enchaînée. Je faisais du vélo et la température, c'était 32 degrés. Waouh, c'est chaud. Et il y avait beaucoup de collines. Donc la nivellation, ça se dit? Dénivellation? Oui, le dénivelé. Tu veux dire, enfin, Merci. c'était très comme ça, ouais. C'était à peu près 800 mètres. Donc pour une compétition, c'est pas terrible. Il faut courir 30 km après. Et donc j'ai couru avec une joie de vivre. Je voyais des petits enfants et je les ai donné mon main pour dire merci d'être venus parce que c'est une journée énorme pour eux. C'est pas que moi qui attends dans le soleil pour ça, c'est les spectateurs. Donc je finissais ravie d'être en Chine pour porter les vêtements de l'Australie aussi. Et après 5 minutes, j'ai entendu mon voix, mon nom, Kate Strong, s'il vous plaît, venez au coin, au bout de transition. Et, Au bout de transition et d'où on attendait toutes les équipes, voilà, tous les gens. Okay. Ouais. Ouais. Donc je suivais quelqu'un et je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai perdu quelque chose avec mon nom dessus? Il dit ben non, il faut avoir la médaille. Et je dis ok bon je suis 3e ou 2e ou je suis bien placée. Il dit bah tu as gagné. Oh, good game, Kate. Donc c'est génial ça. Ouais. Et donc tu te retrouves sur le podium, on met aussi la photo. Ouais. Sur le podium, en première position avec la Ouais. belle médaille d'or. c'était mon rêve. 14 mois après ton premier entraînement. Et tu as Exactement. battu des gens qui s'entraînaient depuis des années. Oui, donc un minimum 10 ans normalement. Oh, 10 ans. 4-5 ans pour être compétitif, mais pour gagner, c'est toujours un grand effort avec un changement de vie énorme pour des personnes. Et alors, d'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que tu réussisses en si peu de temps, là où il y a des gens qui font ça depuis 10 ans et qui n'ont pas réussi à te battre? La base, c'est La base, c'est la seule muscle que personne se rend compte. Et ça, c'est le cerveau. Il faut croire qu'on peut le faire oui. et carrément savoir que c'est faisable. Et Faut savoir vraiment au fond de tête. oui, c'est pas seulement en disant oui, je veux le faire, mais C'est pas Point. juste oui, j'aimerais dans l'idéal. Non, c'est I want it. je veux le faire, Je veux point. l'avoir. N'importe quel problème arrive, je vais le faire. Donc ça, c'est la base. La base. Et après, j'ai 4 principes. Oui. Donc la première, c'est de sortir hors de ta zone de confort. Oui. Pour qu'on fait du stretching, on dira, de la possibilité. J'ai jamais dit je veux finir, j'ai dit que je veux gagner. Parce que c'est pas à moi de décider ma potentiel. C'est pas à toi de décider ton potentiel. C'est une belle phrase. Merci. C'est pas à vous de décider votre potentiel. Toi, tu vas à fond et tu vois bien ce qui se passe. Exactement. Et la deuxième, c'est jamais ça. comparer aux autres. Moi, je fais mon maximum, toi, tu fais ton maximum. Et on verra qui va gagner. Mais moi, je vais gagner dans ma vie, point. Comme toi. Alors c'est étonnant parce que justement, je te dis, j'avais interviewé 2 autres champions du monde, Stig et Ricardo. Ils ont dit exactement la même chose, qu'ils étaient d'abord en compétition avec eux-mêmes. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même utile de se comparer aux autres pour savoir comment on se positionne dans l'échelle des choses. C'est aussi pour ça qu'on participe aux compétitions. Oui, Parce que c'est aussi pour savoir quand même quelle est ta vraie valeur. exactement. Parce que si tu fais juste ta compétition avec toi dans ta chambre,
tu vas toujours être le premier. Oui. Alors, est-ce que quelque part, quand même, le fait de faire une compétition, c'est pas aussi une manière de se comparer, mais d'une manière saine, une manière qui crée de l'émulsion et qui donne envie de te dépasser? Oui, tu as raison en fait, parce que chaque entraînement, tous les jours, quand je finissais mon jogging à la fin d'une journée après le travail, moi j'imaginais la visualisation. Visualisation, ouais. Oui, c'est mot là. J'imaginais que c'était le fin d'une compétition et j'ai gagné. Donc chaque jour, j'étais champion du monde. Mais le jour du champion mondial, j'étais ouverte aux options. Si on ne fait pas la compétition, ça devient l'ego. On est trop attaché au point, aux chiffres, aux numéros, à la compétition. Il y a des sites web maintenant où on peut, avec un portable, faire des comparaisons tous les jours, toutes les minutes. Et selon moi, c'est pas bien. Comme tu as dit, la compétition, c'est d'où on fait des comparaisons. Le reste, c'est pour nous. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans le piège de trop se comparer aux autres. Il faut le faire un petit peu, c'est comme mettre du sel dans un plat, il faut en mettre juste tout ce qu'il faut pour relever le goût. Oui, mais si t'es en métro, voilà, à la fin, mais si t'es en métro, ça, tu perds tout, quoi. Ouais. Toute la saveur. Oui, exactement. Ça, c'est très intéressant aussi, ça. Donc ça, c'est un excellent... Enfin, je veux dire, j'ai interviewé plusieurs champions sur cette chaîne. Vous irez voir les vidéos si vous n'avez pas fait pour les autres. Et ça revient tout le temps, hein, cette idée de se battre avec soi-même. Et la compétition, c'est là où on voit vraiment notre niveau, mais on ne se pas focaliser en permanence, comme tu le dis, à geeker pour se masturber la tête, à se dire, oh là, mon Dieu, ce mec-là, il a fait 2 dizaines de plus que moi, qu'est-ce que je vais faire? Oui, exactement. Le troisième, selon moi, c'est d'être proche aux personnes qui t'inspirent. Ça ne doit pas être toujours... par exemple, je peux être inspirée par toi, mais tu ne fais pas du triathlon. Oui. Et tu peux m'aider en donnant des idées pour ton projet et ton business. Et ça m'inspire de faire le maximum dans ma vie. Donc, mais ça doit être toujours proche à des personnes qui te font un effort pour améliorer ta vie. Donc c'est ce que je faisais. Donc tu t'es rapproché de personnes inspirantes. Ouais. Alors je suppose à la fois physiquement mais aussi virtuellement en suivant des gens sur le web peut-être. Oui, des fois oui. Moi je faisais pas ça. Je n'avais pas une télévision, j'avais pas un ordinateur à cette époque. Ah oui, tu n'avais pas d'ordinateur. Oui, mais que pour le travail. D'accord. Donc carrément dans Focus. Oui. J'avais même pas le chauffage. Parce que quand je me lève... Oui, en Australie, tu n'as pas besoin. Il faisait moins 2 degrés en hiver. Quand même, ça dépend où t'es alors. Oui, mais je vais... T'étais près de Sydney, toi, non? T'étais près de Sydney. C'est quoi ça? De Sydney. Sydney? Oui, Sydney, la ville. Ah oui, près de Sydney, à 3 heures de Sydney. Ouais, donc pour l'Australie, c'est à côté. Bah oui, exactement. Bon lieu. Ouais, mais s'il faisait chaud dans ma chambre, je ne me levais pas. S'il faisait froid, je me levais et voilà, je pouvais m'entraîner. Bon, le quatrième, c'est d'avoir les habitudes qui sont productives au lieu d'être busy. Donc, il faut être productif dans toutes les minutes. Donc, si je vais prendre une pause, je ne regarde pas Facebook, je prends une pause carrément pour s'amuser et bien concentrer dans un moment. Reposer, ouais. Exactement. D'accord. Donc, quand je m'entraîne, c'est pas pour en lisant des emails, c'est pas pour écouter de la musique, c'est pour carrément s'entraîner, d'être présente dans la présence, c'est ce que je fais. Donc, il y a une phrase d'Aristote qui dit l'excellence, c'est pas un acte, c'est une habitude. Aristote, ouais. Aristote, merci. L'excellence, c'est pas un acte, c'est une habitude, ouais. Exactement. Donc ça, il faut être productif. Et si on a la flemme et on ne veut pas s'entraîner, on ne s'entraîne pas. C'est pas la peine d'être occupé en disant oui, je le ferai, oui, mais c'est mieux de prendre une pause de 2 heures ou 3 heures et revenir rafraîchissant. Faire les choses vraiment à fond, exactement. À un moment, à l'instant T. Ouais. Et dans ta présentation de cet événement, tu as dit quelque chose d'intéressant tu as donné une métaphore par rapport au crayon. Ah oui. Donc quand je travaille, toutes les 20 minutes, j'ai un stylo et j'ai un chronomètre et ça sonne. Donc au bout de 20 minutes, je me demande, est-ce que tu étais productif ou tu ne bougeais que ton stylo d'un côté de la table à l'autre? Si la réponse est oui, je suis productif, je continue.
Mais si je suis occupée, comme tu as dit, je prends une pause. Je prends 5 minutes pour faire une petite balade ou faire un changement de projet et je revenir pour être productif. Parce que c'est pas la peine d'y rester pendant des heures en faisant rien en fait. Voilà, alors ça c'est un super truc que vous pouvez appliquer aujourd'hui. Voilà, vous commencez. Vous vous mettez un petit chronomètre toutes les 20 minutes. Je vais tester ça d'ailleurs, c'est vraiment super. Je vais tester, j'ai pas encore testé. Toutes les 20 minutes, donc voilà. Et est-ce que vous avez été occupé ou productif? Et moi j'aime bien donner cette image pour distinguer les deux trucs. C'est que si vous poussez la tour Eiffel pendant toute la journée, vous êtes là en train d'essayer de la pousser pour la bouger, bah à la fin de la journée vous serez crevé, vous serez en sueur, vous aurez l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais qu'est-ce que vous aurez accompli? Absolument rien, parce que la tour Eiffel n'aura pas bougé d'1 millimètre. Et c'est ça finalement, on peut très bien se donner un énorme tas de travail et être complètement épuisé à la fin de la journée et n'avoir rien fait du tout. Ouais. Est-ce que ce sera plus simple, c'est de prendre une pause après 20 minutes, faire une petite balade et se rendre compte qu'en fait, le tour Eiffel a bougé. Parce que nous avons changé la perception du problème. Donc peut-être c'était même pas la peine de bouger le tour Eiffel, mais nous changer et nous bouger. Excellent. Ok, super Kate. Donc du coup, est-ce que tu peux nous résumer les 4 choses que tu as utilisées pour devenir championne du monde en 14 mois? Oui, bien sûr. Donc le premier, c'est de rester hors de ta zone de confort. Ok. Le deuxième, c'est d'avoir des amis qui t'inspirent. Ouais. Le troisième, c'est d'avoir des habitudes qui sont productives et qui sont toujours en lien avec ton objectif. D'accord. Et le quatrième, c'est de ne pas faire des comparaisons aux autres. Juste un petit peu. Comme du sel pendant la compétition. Dans la compétition, c'est tout. Dans la compétition. Et tu disais aussi quelque chose par rapport à la zone de confort. Ce dont on a parlé avant, c'est que tu distingues la zone de confort, c'est vraiment ce que j'appelle les pantoufles en ciment. C'est confortable mais on ne bouge pas. Ensuite, tu as la zone d'entraînement qui est à l'extérieur. Mais si on va plus vite que la musique, si on met la charrue avant les bœufs, on est dans la zone de panique. Et c'est là où on fait des choses qui sont trop ambitieuses tout de suite par rapport à nos objectifs et à notre compétence surtout. Donc il faut trouver l'équilibre entre sortir sa zone de confort et pas faire des trucs complètement dingues. Voilà. Je peux te donner un exemple si tu veux, avec pour courir un marathon. Oui, j'avais fait un marathon avant un Ironman. Et j'ai dit, bon, mon objectif, c'est de courir un marathon en moins de 3 heures. D'accord. C'est énorme parce que le record mondial pour un marathon, c'est 2 heures, 2 minutes. Wow. Sans avoir pédalé et nagé avant. D'accord. Donc, pour courir moins de 3 heures, c'était immense. Oui. Et pour moi, j'ai paniqué. Et je n'arrivais pas à m'entraîner parce que j'étais trop stressée. Ça te paraissait être une montagne. Oui, donc j'ai dit, bon, on va dire moins 4 heures, ça te va, Kate? J'ai dit, bah oui, ça me va. Donc j'ai dit moins 4 heures. Maintenant, je sais que c'est faisable. Il faut que je fasse un effort pour l'obtenir, mais je peux imaginer que je vais le réaliser. Donc mon marathon, mon premier Ironman, je l'avais fait en 3h45. Donc je l'avais fait facilement, on dira. Oui, c'est déjà pas mal. Mais si j'avais fait trop un effort pour être 3 heures, 3 heures, ouais. Peut-être j'y arriverai à 3h15, mais carrément pas s'amuser. Parce que c'est le trajet pour s'amuser aussi que l'objectif. Donc il faut rester dans une zone qui fait un effort, mais pas dans une zone de panique. Excellent. Bon ben voilà, écoute, je pense qu'on a eu un très bon aperçu de comment tu as réussi à te hacker et à bosser, à avoir un entraînement à la fois dur mais intelligent pour devenir championne du monde. Alors aujourd'hui, tu m'as dit que tu as un autre objectif. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est d'inspirer des autres. Oui. En fait, maintenant, je suis coach pour des business et des individus comme toi et moi qui veulent faire un changement dans leur vie, mais en même temps aider des personnes dans leur communauté. Donc, j'ai créé des produits pour que nous puissions changer nos vies, notre qualité de vie et tout, mais en même temps aider des personnes dans la communauté et j'espère éventuellement dans le monde. Et est-ce que tu as un autre objectif au niveau sportif? Cette année, je vais faire un demi-Ironman avec une bonne amie et moi qui est aveugle. Donc, il n'arriverait jamais à faire un Ironman
tout seul. Donc moi, je serai attachée avec lui. Donc on va le faire ensemble pour que lui puisse réaliser son rêve. Et pour moi-même, j'ai un petit objectif pour faire un record mondial avec le vélo. Donc, voilà, juste un petit objectif, tu veux exploser le record mondial au vélo. Voilà, maintenant Kate, elle fait ça le week-end, tranquille, c'est son hobby. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller voir ton site justement où tu donnes des conseils de préparation mentale et tout ça, c'est Kate Strong. C'est l'inverse. Ah, c'est strongkate.com. Strong Kate. Oui, alors en plus, ce qui est génial, tu as vraiment un nom prédestiné pour le coup, puisque strong ça veut dire fort en anglais. Donc strongkate.com. Voilà. Ouais. Et donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est quand même que ça vous a pas mal intéressé, que ça vous a motivé. Cliquez sur j'aime juste en dessous, partagez-la. Surtout si vous pensez que d'autres personnes devraient la voir pour être inspirées à bien aller plus loin, réaliser leurs objectifs. Éventuellement, envoyez la vidéo à la personne à laquelle vous pensez en la taguant par exemple. Et en complément, allez voir aussi les deux interviews que j'ai fait donc de Ricardo Teixeira qui est double champion du monde de karaté et de Stig Severinsen qui est quadruple champion du monde de nage en apnée et qui détient aussi le record du monde d'apnée sous l'eau puisqu'il a plus de 22 minutes sans respirer, c'est quand même pas mal. Donc voilà, et c'est vraiment, regardez, notez bien dans ces interviews tous les points communs entre tous ces champions du monde, ce qu'ils vous partagent et tirez-en les conclusions qui s'imposent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite, ciao. Merci.